Allez, Alors, on y va, je démarre. On y va. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Heureux de vous accueillir à ce nouveau webinaire destiné à la vaccination et à l'information et la motivation du personnel hospitalier, mais aussi à travers lui de l'ensemble de la population, puisqu'on sait que le personnel de santé est le premier groupe de gens que les citoyens écoutent lorsqu'ils cherchent un conseil, un avis pour la question de la vaccination. Alors, vous savez que les choses sont un peu mouvantes, on va dire les choses comme ça, avec une nouvelle un peu imprévue de la part de la firme Pfizer de nous diminuer pendant 2 ou 3 semaines, en principe 3 semaines dans l'annonce actuelle, mais est-ce qu'il faut encore regarder avec eux aussi loin? Je ne suis pas sûr. En tout cas, nous avons pris des décisions concernant la semaine prochaine, à savoir de n'interrompre aucune de nos campagnes de vaccination. Priorité évidemment à finir la vaccination dans la maison de repos et de soins, qui toutes auront reçu leur première dose ce soir, à l'exception de quelques maisons de repos reportées pour cluster ou pour un problème éventuel. Et donc, celles qui ont été vaccinées la semaine du 5 janvier commencent à entrer dans la période où une certaine immunité apparaît sur base de ce que nous savons des essais cliniques. Le deuxième programme qui a démarré cette semaine, c'est celui de la vaccination du personnel hospitalier. Et là, nous allons devoir réduire la voilure, mais non pas interrompre. Et donc, on va continuer cette vaccination la semaine prochaine avec des doses adaptées. Et nous avions prévu de démarrer les institutions collectives de soins dès la semaine prochaine. Ce sera le cas, mais en volume lui aussi réduit. Néanmoins, je pense que comme nous le vivons depuis le début de cette pandémie, ce qui est vrai la semaine prochaine ne sera peut-être pas vrai la semaine suivante. Et donc, c'est une des raisons supplémentaires pour ne pas interrompre. Ce sera, nous l'espérons, la possibilité à un certain moment d'accélérer la voilure dans ces institutions. Le vaccin Moderna, lui, n'est pas impacté par ce qui se passe pour le moment, et donc la vaccination qui était prévue, non pas la semaine qui vient, mais la semaine suivante, aura bien lieu dans les institutions où Moderna va être distribué, mais ce n'est pas grand-chose encore pour la semaine du 1er mars. Ce n'est que, je pense, 1er février, mais je pense que le docteur Stamatakis, qui connaît ça sur le bout des doigts, vous donnera un petit peu plus de précision. Voilà, je vais vous laisser entre ses mains et les mains, en fin de compte, de Jean-Michel Donnier, qui s'est dégagé de sa réunion à l'EMA pour nous rejoindre et participer en fin de compte à ce webinaire, ce qui a permis à Ivan Latem d'aller, lui, à sa réunion du GES. Donc, vous voyez que tout le monde s'occupe et on vous remercie d'être là. Je cède tout de suite la parole au docteur Stamatakis. Merci Yvon, et on te libère pour que tu puisses toi aussi vaquer à d'autres occupations, je pense. Donc je vais vous présenter en quelques dias la stratégie de vaccination dans les hôpitaux. Je pense, voilà. Donc, comme vous le savez, la campagne de vaccination... Monsieur Stamatakis, est-ce que je peux vous demander de partager votre contenu, s'il vous plaît? Je n'ai pas fait ça. Non, bon, ça a disparu. C'est gentil, merci. Et comme ceci, c'est mieux, je pense. Hein? Oui, c'est parfait, merci beaucoup.
Donc, comme vous savez, la campagne de vaccination est divisée en différentes phases, donc, qui vont de 1 à 2, c'est très compliqué. Et donc, une phase qui est dite in situ, pendant laquelle donc, le vaccin va au vacciné, et puis une phase qui n'est pas in situ, dans laquelle c'est le vacciné qui va au vaccin. Donc, on a commencé cette première vaccination par la phase 1A1, qui concerne donc les maisons de repos, que ce soit les résidents ou leur personnel. Cette phase étant, comme Yvon vous l'a dit, on est au bout de la première partie de cette phase, et donc on aura vacciné l'ensemble des maisons de repos à quelques exceptions près ce soir. Suit une phase 1 à 2 qui concerne les institutions collectives de soins, donc que ce soit le handicap, la psychiatrie, les IHP et d'autres. C'est un groupe très hétérogène de structures qui va commencer prochainement, et on reviendra sur les dates tout à l'heure. La 1 à 3 concerne essentiellement les gens qui sont présents à cet exposé, donc c'est la vaccination du personnel des hôpitaux, avec une priorité pour le personnel exposé, et puis suivront le personnel non exposé. L'ensemble de ces phases représente à peu près 200... Attendez, je refasse le compte, parce qu'on a oublié le total ici. Donc, on est à 100, en gros 200 000 personnes, on va dire. Suit immédiatement donc, la phase 1 à 4 dont on va parler, qui concerne les professionnels de soins de la première ligne. Là aussi, groupe très hétérogène, et on y reviendra. Et donc, le total de ces différents groupes fait 324 000 personnes. On enchaîne après avec une phase 1B, dans laquelle, pour le moment, en tout cas, il y a deux groupes importants qui sont les personnes âgées de plus de 65 ans, qui font 640 000 personnes, et un groupe plus hétérogène de personnes à risque qui vont de, a priori, c'est plus 45, mais c'est probablement 18 à 65 ans, qui représentent 240 000 personnes, et puis les fonctions essentielles, police et autres fonctions d'interface qui font 150 000 personnes. Donc là, on arrive à un groupe d'1 million, et on finira la vaccination par Monsieur Tout-le-Monde, et donc on a de nouveau un groupe d'1,5 million de personnes. La population totale visée, donc, qui exclut donc les enfants, est de 2 824 000 personnes, et si on obtient les cibles de vaccination souhaitées, on est à 2,2 millions de vaccinés. Alors ces phases, si elle veut bien. Donc ces phases s'étalent dans le temps. Donc on a parlé de la phase 1A, la 1B et la 2. Et donc ces phases s'étalent longitudinalement sur une période de plusieurs semaines ou de plusieurs mois en fonction de la phase. Je ne vais pas épiloguer trop longuement sur cette dia et avancer. Pour ce qui concerne, on va arriver directement dans la vaccination des hôpitaux. Donc, pour ce qui concerne la phase hospitalière, il y a deux choses importantes qui ont été décidées par la CIM. La première, c'est que les hospitaliers seraient vaccinés en fonction de priorités. Ces priorités, vous les connaissez, je pense, maintenant. Donc, c'est de vacciner en priorité les médecins, tout le personnel soignant qui est en interface avec le COVID, ou la COVID. Et donc, ça concerne essentiellement les urgences, les soins intensifs et tous les services d'hospitalisation dans lesquels les patients COVID ont séjourné, que ce soit de la médecine interne, la gériatrie, la pneumo, et toutes les personnes qui gravitent autour de ces services. Donc, on ne parle pas uniquement du médecin et des infirmières, mais de tout le personnel qui gravite dans ces services. Les postgradués, les stagiaires, les étudiants en infirmerie et autres sont également pris en charge dans cette même phase, sachant que si c'est des stagiaires et qu'ils sont vaccinés maintenant, ils devront revenir au jour 21 ou 28 en fonction du vaccin pour avoir leur deuxième dose. L'autre décision de la conférence interministérielle concerne la répartition des vaccins. Donc, en Belgique, il y a actuellement 40 centres hospitaliers hub, donc qui vaccinent avec du Pfizer et qui ont d'autres fonctions qui seront détaillées dans la dia suivante. Ces centres hospitaliers restent en Pfizer. Les autres seront partagés en vaccin Pfizer ou Moderna. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en partie?
si tu veux bien descendre. Voilà. Donc, il y a 40 hubs Pfizer en Belgique. Pour la Wallonie, ça concerne 19 hôpitaux. Leur principale caractéristique pour la sélection était qu'ils disposaient d'une capacité de froid de moins 80 degrés. Et donc, l'ensemble de ces hôpitaux ont des rôles différents selon la phase. Donc, dans la phase 1A qui est en cours maintenant, ils ont distribué les vaccins vers les maisons de repos. Dans la phase 1-2 qui va suivre, ils vont continuer à distribuer des vaccins vers les centres d'hébergement. 1-3 qui est en cours chez eux, ils vaccinent leur personnel. 1-3 qui n'est pas en cours dans les hôpitaux concernés, ce sera la distribution des vaccins vers les hôpitaux qui ne sont pas Moderna et qui ne sont pas Hub. Et dans la phase 1-4, on leur a demandé déjà d'ailleurs, de participer à la vaccination de la première ligne. Pour ce qui est des phases 1B et 2, je pense que les rôles ne sont pas encore attribués et tout ça est en discussion. Si on parle des autres hôpitaux, donc des hôpitaux Moderna, eux donc, leur caractéristique, c'est de ne pas être Hub et d'être des hôpitaux aigus. Ils doivent avoir une capacité de froid à moins 20 et le rôle est plus simple, c'est-à-dire qu'en 1A, 1-2, ils ne font rien. En 1-3, ils vont vacciner leur personnel. Et quand je mets 10 plus 2, il y a 10 hôpitaux Moderna aigus et on a rajouté tout récemment 2 hôpitaux psychiatriques de manière à équilibrer les doses de Pfizer et de Moderna disponibles et de ne pas retarder un groupe ou l'autre. En phase 1-3, ils ne font rien. Et en phase 1-4, phase 1-3 vers d'autres hôpitaux, je veux dire, ils ne font rien. Et en phase 1-4, ils vont participer à la vaccination de la première ligne. Et là, on repasse seulement à 10 hôpitaux qui sont les 10 hôpitaux aigus et l'hôpital de Bastogne, qui lui est actuellement un hôpital Pfizer pour sa propre vaccination, mais pour la vaccination de la première ligne, distribuera du vaccin Moderna de manière à ce que la zone de Bastogne ne soit pas totalement dépourvue d'hôpital pouvant délivrer des vaccins. Alors, qui sont ces hôpitaux Moderna? La liste est reprise ici. Donc, il y a 10 hôpitaux aigus. Ce sont les hôpitaux de Hatt et de Ornu dans le réseau Épicura. C'est le CHR de Mons, Saint-Joseph à Mons. C'est le Tivoli à la Louvière, le CHR Haute-Seine à Soigny, le CSF à Chimay, Notre-Dame-de-Grâce-Gosselies, Bois de l'Abbaye à Serein, Clinique André Renard-Herstal et l'hôpital de Malmedy. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce groupe, il y a 3 hôpitaux qui ont déjà commencé leur vaccination. Tivoli qui était pilote et qui donc a commencé lundi, et André Renard et le Bois de l'Abbaye qui, je pense, vaccinent aujourd'hui. Les 19 hôpitaux Hub restent Hub et tous les autres hôpitaux, donc, à l'exception des 2 hôpitaux psychiatriques dont j'ai parlé, seront vaccinés avec du Pfizer. Alors, on a dit que ces hôpitaux participeraient à la vaccination de la première ligne de soins. C'est une ligne qui est extrêmement hétérogène, dans laquelle on retrouve toute une série de groupes, et d'ailleurs, cette dia n'est pas complète. Et donc, on y retrouve évidemment la médecine générale et les spécialistes de ville, mais également tout ce qui est infirmier, aide-soignant, kiné, aide familiale, les ambulanciers. On y a rajouté récemment les secouristes ambulanciers, vu qu'ils font partie des professions de la santé reprises dans l'ancien arrêté 78, et d'autres groupes de personnes. Le grand total pour la Wallonie représente à peu près, aujourd'hui en tout cas, 116 000 personnes. Les timings, mais donc les timings sont pris ici sur une dia, je veux dire, d'avant Pfizer. Et donc, on a commencé le 5 janvier la phase 1A. La phase 1A2 devait commencer cette semaine-ci, et elle va commencer cette semaine-ci, avec un groupe très restreint de centres d'hébergement. Et donc, il y a un petit millier de vaccins qui va être distribué essentiellement pour servir de pilote à cette phase de vaccination qui sera évidemment amplifiée par la suite, dès lors qu'on sait qu'il y a à peu près 2000 structures différentes dans ce groupe-là. La phase 1 à 3, elle a commencé ce 18 janvier pour tous les hôpitaux Hub et pour les 3 hôpitaux dont je vous ai parlé, donc Tivoli, Bois de l'Abbaye et André Renard. La phase 1-4, donc première ligne, on comptait la commencer début février. Il est probable qu'elle sera retardée
d'1 ou 2 semaines et que ce sera plutôt, je pense, le 15 février. Et les phases suivantes, on avait parlé de mars et de mai. Tout ça dépendrait évidemment de l'approvisionnement en vaccins, que ce soit Pfizer, que ce soit Moderna ou AstraZeneca. Je pense que Jean-Michel Donnier aura quelques infos dans la suite de l'exposé sur le vaccin d'AstraZeneca. Le timing, donc, sous forme de représentation graphique, pour vous dire que essentiellement, donc, les phases 1 ont commencé, et donc juste la première ligne de soins qui va être reculée probablement d'1 ou 2 semaines. La phase 1B, probablement mi-mars, fin mars, dans l'état actuel de la connaissance des distributions. La phase 2, on a 2 échelles en fonction du fait que Pfizer délivre ou ne délivre pas la commande supplémentaire de 4 millions de vaccins qu'on a fait chez eux. S'ils la délivrent, ben, on commencerait fin avril, début mai, pour terminer fin août. Et donc fin août, l'ensemble de la population belge de plus de 16 ou 18 ans serait vaccinée. S'ils ne la délivrent pas, ben, on ira plus loin et donc on finira probablement en plein milieu de l'automne ou vers la fin de l'automne. Le 1 à 4, donc la première ligne, qui va la vacciner et comment on va la vacciner. Donc ce qui est prévu, c'est que les hôpitaux participent de plusieurs façons. Soit ils prennent en charge entièrement la vaccination de la première ligne et donc les incluent dans leur ligne de soins. Certains hôpitaux ont fait ce choix. Soit ils hébergent une structure de vaccination sur leur campus et permettent à la médecine générale de gérer cette structure de vaccination. Ça, c'est un autre choix qui a été fait par mal d'hôpitaux. Et la troisième solution, c'est d'envoyer la première ligne vers les centres majeurs de vaccination. C'est le choix, par exemple, de certains hôpitaux liégeois. Et donc là, pour cette phase-là, on aura activé 2 centres majeurs de vaccination, qui sont le centre de Bierzet, qui est déjà fonctionnel actuellement en mode testing et qui est en cours d'adaptation pour passer en mode testing sur une partie du centre et vaccination sur une autre, et il démarre Ronquière. Donc Ronquière a été inauguré, je pense, la semaine passée et est transformé pour le moment pour devenir un centre de vaccination dans lequel il y aurait 4, 8 ou 10 lignes de vaccination en fonction de la demande. Pour la phase 1 à 4, on travaillerait avec 4 lignes. Et donc, une des options est que les gens se rendent là-bas en voiture pour être vaccinés. Les autres vaccinations étant offertes soit par les 19 hôpitaux hub, soit par les 10 plus 1 hôpitaux Moderna. Voilà. Et la répartition de ces différents hôpitaux et centres de vaccination sur la Wallonie sont représentés ici. Le centre de Ronquière est en rouge en haut de la carte, le Bierzet est là, et les autres, donc selon qu'ils sont mauves, c'est les hôpitaux Moderna, et les couleurs bleues et vertes représentent les centres de vaccination, les hôpitaux Pfizer. Je pense que j'arrive au bout de... Non, il y a encore une dia, mais qui va introduire l'exposé de M. Donnier, donc qui est les doses commandées de vaccins. Donc on fonctionne actuellement avec le Pfizer, donc, pour lequel on avait commandé 5 millions de doses et pour lequel 4,4 millions de doses supplémentaires devraient arriver au 2e trimestre. Je pense qu'il y a plus sur l'année, mais sur le 2e trimestre, je vais avec l'idée qu'il y a 4,4 millions de doses qui arrivent. Moderna, 2 millions de doses. AstraZeneca, 7,5, donc c'est le vaccin qui sera probablement le plus représenté à un certain moment. Et puis Janssen, donc J&J. Donc là, on a 5 millions de doses, mais on est probablement en monodose. Et donc, quand il faut diviser les doses des autres vaccins par 2 pour avoir le nombre de personnes vaccinées, là, c'est une injection par personne. Donc, on pourrait vacciner 5 millions de personnes avec ça. Et il nous reste CureVac qui lui arrivera probablement un peu plus tard. Ces vaccins, donc, que ce soit Pfizer, CureVac ou Moderna, sont des vaccins mRNA. Les autres sont des vaccins plus classiques. Voilà, j'en ai terminé et je passe la parole à Jean-Michel Donnier et j'abandonne l'écran. Voilà.
Merci. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, maintenant oui. Ok, parfait. Donc, effectivement, les deux vaccins que vous avez en main, ou vous pouvez avoir en main, c'est des vaccins ARN messager. Alors, je rappelle que quel que soit le vaccin, et notamment ceux qui vont arriver, vous allez voir que normalement, on devrait avoir un avis de l'Agence européenne la semaine prochaine également pour un autre vaccin. Le concept est qu'ils vont mimer ou qu'ils vont obtenir ou exprimer la protéine S qui est présente sur le virus. Alors, on en parle beaucoup actuellement, cette protéine S présente sur le virus, parce qu'elle est composée en fait d'une sous-unité qu'on appelle la partie S1 et qui est caractérisée par une partie plus spécifique qui va interagir avec le récepteur pour entrer dans les cellules. Et dans les variants actuels dont on discute pas mal, les modifications qui peuvent arriver arrivent notamment sur cette protéine S1 et sur la partie la partie de la protéine qui interagit avec le récepteur, d'où la possibilité pour le virus de rentrer peut-être plus facilement dans la cellule et éventuellement d'être plus contagieux, et le risque potentiel, bien évidemment, de ne plus avoir des anticorps qui seraient produits, qui vont agir au niveau de cette protéine S1 qui aurait été légèrement modifiée au niveau des variants. Et le concept de la réponse immunitaire va être que la réponse aux variants ou la réponse au virus va être reconnue par des cellules présentatrices antigéniques et entraîner deux types de réponses. Et là, ce sera très important à la discussion. La réponse humorale, c'est-à-dire la production d'anticorps, mais pas n'importe quel anticorps, c'est principalement les IgG qui nous intéressent, mais c'est surtout ceux qui sont dits neutralisants, qui vont neutraliser le virus et qui ne sont pas mesurés en routine. Donc, quand vous faites une sérologie classique, vous avez une mesure de façon globale des anticorps et suivant le test que vous faites, vous allez pouvoir discriminer quel type d'anticorps, mais rarement les neutralisants. Et puis, ce qui n'est encore moins mesuré en routine, c'est ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, c'est la présence des lymphocytes B et T, et surtout ceux qui sont mémoire, et qui peuvent être présents et encore entraîner une réponse immunitaire, malgré que vous avez des taux d'anticorps qui soient très faibles. Donc, du coup, la sérologie aujourd'hui n'est pas recommandée avant et après la vaccination pour déterminer soit s'il faut être vacciné, soit après vaccination pour déterminer si le vaccin est efficace, en raison justement de l'absence d'un biomarqueur bien clair de l'efficacité du vaccin via la sérologie. Et donc les vaccins ARN vont être ces fameux vaccins qui vont rentrer dans la cellule, protégés par une couche lipidique et permettent à l'ARN messager d'être traduit en protéines, non pas dans le noyau, mais dans le cytoplasme. Et donc ces vaccins ARN ne perturbent pas le matériel génétique, ils n'ont pas d'impact sur le matériel génétique présent au niveau de la cellule, ils ont des temps de vie très courts, ils sont très vite dégradés et ils vont produire la réponse immunitaire attendue. Alors, on a effectivement ces deux vaccins, le vaccin BioNTech et le vaccin Moderna, qui ont aujourd'hui leur autorisation de mise sur le marché. Les deux autres vaccins qui sont dans le pipeline auprès de l'Agence européenne des médicaments sont des adénovirus. Alors, ce ne sont pas vraiment des vaccins plus classiques, hein, malgré ce qui vient d'être dit, parce qu'on n'a jamais utilisé un vaccin adénovirus, un vecteur adénovirus, notamment de chimpanzé, pour le vaccin AstraZeneca. Et le vaccin Janssen, c'est un adénovirus particulier qu'on utilise surtout dans le vaccin Ebola. Donc on ne les a pas utilisés non plus au niveau européen, donc la plateforme est différente, mais leur utilisation importante n'est pas très connue. Et la difficulté qu'on a avec le vaccin AstraZeneca, qu'on discute cette semaine, la semaine prochaine, l'Agence européenne du médicament, c'est qu'il possède une activité peut-être un peu moindre que le vaccin Pfizer et Moderna, notamment avec des infos moindres chez les personnes âgées. Donc beaucoup plus difficile à étudier tant que maintenant. Alors le vaccin Pfizer, je pense que vous le connaissez bien, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, c'est le vaccin qui s'appelle Comirnaty, donc il a un nom commercial comme le vaccin Moderna, et je vais insister, vous allez voir, sur des critères qui reviennent actuellement pas mal dans les médias, sur un manque d'efficacité éventuellement du vaccin, et je vais vous expliquer ce qu'il faut prendre en compte dans ces informations. Donc effectivement, un renfort de coût publicitaire, le vaccin Pfizer et Moderna montre une efficacité remarquable, mais cette efficacité a été démontrée en études cliniques après 2 doses, 7 jours après la deuxième dose. 95% d'efficacité, vous réduisez votre risque de développer la maladie après la deuxième dose, 7 jours après la deuxième dose, de 95%. Principalement sur les symptômes de la COVID-19, y compris les symptômes sévères.
Et ce qui est important ici, c'est que l'immunité s'enclenche surtout après une dizaine de jours. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après la première dose, jusqu'à 12 jours, vous avez autant de personnes dans le groupe placebo, le groupe vacciné, qui vont développer des symptômes de la maladie. Donc, ça veut déjà dire quoi, ça d'un point de vue pratique? C'est que le vaccin, après une première dose, peut encore générer chez des personnes qui vont être vaccinées après une première dose toute une série de symptômes de maladie, voire des Covid et des Covid sévères. Et c'est seulement après la deuxième dose, même si on voit une efficacité qui apparaît 12 jours après la première dose, c'est seulement après la deuxième dose qui est estimée à 21 jours pour le vaccin Pfizer et 28 jours pour Moderna, qui peut être éventuellement plus longue avec le vaccin Pfizer jusqu'à 42 jours, qu'on voit une efficacité qui est beaucoup plus stable. Alors que le placebo, on voit une efficacité, bien évidemment, qui est celle de la prévalence de la maladie. Donc, d'un point de vue pratique, si on vaccine aujourd'hui avec une première dose, les personnes doivent s'attendre encore à être à risque dans les semaines à venir de développer la maladie. Et en plus, on ne connaît pas l'impact du vaccin sur la transmission du virus. Donc, très important, la première dose ne protège en rien, au moins en tout cas pendant les 12-14 premiers jours. Ensuite, on voit apparaître une protection, mais cette protection n'est connue qu'après la deuxième dose et 21 jours pour le vaccin Pfizer, 28 pour le vaccin Moderna. Et elle est connue dans différents groupes d'âge, et notamment les plus de 65 ans et les plus de 75 ans pour le vaccin Pfizer, avec une efficacité qui est maintenue de l'ordre de 90-95%. Mais vous voyez, ce n'est pas une efficacité totale non plus, donc on peut avoir des gens vaccinés qui, après la deuxième dose, y compris après une semaine, vont néanmoins développer encore des symptômes de la maladie, mais ça reste un vaccin particulièrement efficace. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ces vaccins n'ont pas de contre-indication dans des sous-groupes particuliers. D'une part, parce qu'ils ont été étudiés en études cliniques chez toute une série de patients qui présentaient des comorbidités avec une efficacité encore de 95%, y compris les patients diabétiques, diabète de type 1, de type 2, maladies cardiovasculaires et autres. Et d'autre part, il n'y a pas de raison que même chez les patients, par exemple, immunodéprimés, avec une efficacité tellement importante au départ, qui ne conserve pas une efficacité suffisante que pour prévenir un pourcentage significatif de personnes de développer les formes de la maladie. Et ce d'autant plus que les données des études cliniques et les données de la vraie vie confirment un potentiel de sécurité qui est bien décrit maintenant, à savoir, oui, il y a des effets indésirables, oui, ils peuvent être fréquents, ils sont généralement modérés à légers, avec notamment des fièvres qui peuvent apparaître, mais de façon très rare, surtout après la seconde dose, des douleurs à l'injection beaucoup plus fréquentes, de l'ordre de 80%, et des maux de tête, des myalgies, par exemple, qui, elles, vont apparaître entre 30 et 50%. Donc oui, on peut avoir des effets indésirables, oui, ils peuvent être incommodants dans les 2 jours qui suivent généralement la vaccination, mais c'est d'intensité légère à modérée, et dans un pourcentage très faible de cas, on peut avoir des fièvres ou des maux de tête un peu plus importants, mais c'est en ligne avec les vaccins. Et le vaccin Moderna, ceux qui seront dans les hubs Moderna, donc moins nombreux, mais les données sont équivalentes en termes d'efficacité, 95% d'efficacité, d'autant plus sur les formes sévères. Aucun cas de forme sévère n'a été développé avec le vaccin Moderna par rapport au groupe placebo, donc particulièrement efficace. Et là, même conseil, même remarque, après la première dose, il est utilisé avec une deuxième dose à 28 jours. Ne vous attendez pas à avoir, pendant les 4 semaines qui suivent, de façon en tout cas majeure, des personnes qui peuvent commencer à se dire qu'elles sont totalement protégées. Ce n'est pas le cas, en tout cas, jusque 12-14 jours. Et en 12 et 14 jours, on voit une protection qui apparaît, mais qui est surtout renforcée après la deuxième dose du vaccin Moderna. Le vaccin Moderna, lui, est recommandé à 28 jours. Il n'y a pas vraiment de flexibilité. Ça peut être plus ou moins 3 jours. Mais à la différence du vaccin Pfizer, on ne va pas augmenter le délai comme ça pourrait être proposé pour le vaccin Pfizer. Alors là aussi, il y a une subtilité, c'est que chez les plus de 65 ans, vous voyez, il a montré une efficacité qui est entre guillemets de 86%, ce qui amène certains à mentionner que cette efficacité est moindre que le vaccin Pfizer. Ce n'est pas vraiment le cas en fait, parce qu'ils ont eu peu de cas dans le vaccin Moderna de maladies, et donc il y a une grande variabilité sur cette estimation, et donc on ne peut pas dire que 86% par rapport à 90% qu'on a avec le vaccin Pfizer, 92, le vaccin soit moins efficace, donc ce n'est pas un critère quelque part. Donc dit autrement, que vous soyez Hub Moderna ou Hub Pfizer, l'efficacité du vaccin, y compris les différents sous-groupes, est équivalente, certainement au-delà de 90%, et globalement dans les différents sous-groupes aux alentours de 90%.
Le vaccin dont je vous parle, AstraZeneca, vous voyez, c'est une efficacité moindre. Les doses standards, 2 doses séparées de 4 à 12 semaines, on aura peut-être une efficacité de l'ordre de 60%. Et donc là, ça va poser bien évidemment problème sur le choix des personnes à qui vacciner avec un vaccin moins efficace que les autres vaccins. Alors, je vais adresser 3 points qui sont importants et qui ont fort évolué depuis l'utilisation du vaccin. C'est les réactions notamment d'hypersensibilité, d'anaphylaxie. Et donc là, dans tous les hubs, dans tous les hôpitaux, dans tous les lieux de vaccination, on recommande un suivi particulier parce qu'il est vrai en fait que les vaccins ARN, et maintenant ça a été démontré, augmentent le risque d'anaphylaxie de façon un peu plus importante qu'avec un autre vaccin, mais ça reste néanmoins très rare, puisqu'on a à peu près 1 cas sur 100 000 qui a été développé. Et ça a été démontré en fait dans des analyses justement de cas spontanés rapportés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils apparaissent généralement dans plus de 70% des cas en dehors des 15 minutes. Et que ce soit chez les personnes qui ont des histoires de réaction allergique, mais on a également chez les personnes qui n'ont pas d'histoire de réaction allergique. Donc ce qui est important en termes de minimisation de ces risques, c'est d'avoir le matériel adéquat pour traiter l'anaphylaxie d'une part, et deuxièmement de suivre les personnes au moins 15 minutes important après la vaccination. Donc, pas faire une vaccination en 1 minute ou 2 dans une ligne et puis laisser partir les gens sans surveillance médicale. Alors, a été publié aujourd'hui un document que nous avons fourni au Conseil supérieur de la santé, donc au groupe qui s'occupe des vaccins, et qui vient d'être traduit en français et en néerlandais et qui sera disponible également ce week-end. C'est le suivi adapté en cas de réaction allergique, y compris anaphylaxie, avec qui est-ce qu'on ne peut pas vacciner, qui est-ce qu'on peut vacciner mais avec des précautions suivant qu'on a des maladies sous-jacentes, avec éventuellement un suivi de 30 minutes, et vous verrez que le nombre de personnes est assez limité, et puis qui on peut vacciner. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'antécédents d'allergie, mais même si vous avez des antécédents d'allergie avec des réactions locales suite à un autre vaccin par exemple, ou vous avez des allergies au latex, un asthme maîtrisé, vous pouvez être vacciné sans aucun problème avec un suivi de 15 minutes. Dans certains cas, notamment des antécédents d'anaphylaxie, c'est souvent une question à des médicaments, des aliments, des piqûres d'insectes ou des vaccins qui ne contiennent pas du PEG. Là, on recommande la vaccination. Néanmoins, on propose un suivi d'à peu près 30 minutes où il faut faire attention, c'est sur des conditions particulières de mastocytose, d'angioïdème ou d'anaphylaxie idiopathique. Là, on ne va pas vacciner, on va référer à un centre spécifique d'allergologie, immunologie avant de vacciner. Et éventuellement, la vaccination se fera dans ces centres. Donc ça, c'est ce qui est proposé après la première dose. Et après la deuxième dose, on a également la même réflexion, si ce n'est qu'on ne va pas réadministrer la deuxième dose à une personne qui aura fait une réaction allergique grave après une première dose. Donc tout ça va être mis à disposition dès ce week-end et lundi au niveau des centres de vaccination. C'est public, c'est disponible publiquement. Ça a été fait, moi j'ai participé, mais ça a été fait par des allergologues spécialistes dans le domaine au niveau belge et le professeur Van Damme. Alors, on évite également de vacciner des personnes qui ont une infection aiguë ou une maladie fébrile sévère aiguë. Alors ça, c'est important. Et je rappelle, et ça on oublie, que la balance bénéfice-risque d'un vaccin doit être également faite au cas par cas et que l'agence belge d'ailleurs publie les aperçus des événements indésirables qui peuvent apparaître avec les vaccins. Et comme vous le savez, est apparu pas mal dans les médias des informations sur les décès après la vaccination. Et donc là, je crois qu'il est important de recontextualiser ce que l'on veut dire par là. C'est que par définition, on va avoir des décès après la vaccination, que ce soit après la première dose et la seconde dose. Et c'est ce qui a été rapporté dans les médias en Norvège également. Mais je tiens à préciser ceci, c'est que il y a un lien de causalité qui doit être établi pour estimer qu'il y a une cause entre le vaccin et le décès. Et donc, on se base sur 2 choses, des analyses au cas par cas et des analyses également épidémiologiques. Alors, les analyses au cas par cas, voilà ce qui a été publié par l'agence belge, la FMP, sur les cas belges. On a eu effectivement 7 cas de décès qui ont été rapportés chez des personnes plus âgées qui présentaient des affections sous-jacentes. Et on n'a pas identifié, en tout cas, le vaccin comme étant en lien de cause à effet formellement établi dans ces décès. Alors, que fait-on au niveau épidémiologique pour s'assurer également de ça? C'est qu'on établit dans les groupes vaccinés le nombre de personnes dont épidémiologiquement on s'attend à un risque de décès
en termes d'incidence par rapport à ce qu'on devrait s'attendre s'ils n'étaient pas vaccinés. Donc, on détermine clairement les données de mortalité. Et donc, si vous prenez, par exemple, avec le Covid-19, les données de mortalité qui sont établies, ben, on sait que par jour, on a en moyenne, en Belgique, entre 200 et 300 morts. Et ici, en orange, vous avez les décès associés au Covid-19. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on sait vraiment ressortir les pics de mortalité associés au Covid-19 avec l'année précédente, une augmentation d'un peu plus de 16% de la mortalité en Belgique. Et donc, on fait ça également dans les groupes, bien évidemment, qui sont vaccinés. Et c'est important d'identifier que dans les groupes qui sont vaccinés, à partir du moment où on vaccine principalement maisons de repos et de soins, on sait qu'aujourd'hui, chez les plus de 85 ans, par exemple, vous voyez qu'ici en 2020, on a eu une augmentation significative des décès liés au Covid et on estime plus ou moins qu'on va avoir entre 45 000 et 50 000 décès par an en Belgique associés à une mortalité sans la vaccination, puisqu'à l'époque, on n'avait pas la vaccination. Donc, ce qu'on fait, on estime le nombre de décès 5 jours après une vaccination et on sait qu'en Belgique, on a généralement, en cette période hivernale, indépendamment d'une vaccination, on sait qu'on estime à peu près à 380 personnes qui vont décéder de plus de 75 ans dans la population belge tous les 5 jours. Et donc, c'est à partir de là qu'on sait estimer si les décès qui seraient associés à la vaccination pourraient être en nombre, en proportion, plus importants dans la population que ceux qui ne seraient pas vaccinés. Et je vous l'ai dit, en plus de faire l'analyse des cas individuels. Et donc, ça a été fait également en Norvège. En Norvège, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de lien de causalité clairement établi avec les vaccins, mais que, et c'est important, ça reste une balance bénéfice-risque. Il y a des effets indésirables associés au vaccin et qu'il faut bien faire attention de se poser la question systématiquement s'il y a un intérêt de vacciner des personnes grabataires, très âgées ou en fin de vie, parce que des effets indésirables de type fièvre qui pourraient apparaître pourrait bien évidemment auprès de la personne fragiliser encore plus son état. Donc l'analyse de la balance bénéfice-risque est d'autant plus importante dans les groupes à risque. C'est ce que je vous ai montré en termes aussi de personnes qui souffraient d'affections sous-jacentes. Alors bien évidemment la question, comme je vous l'ai dit, des mutants est majeure. Aujourd'hui on a des données pour le vaccin Pfizer qui semblent identifier le fait que dès lors que les anticorps produits agissent de façon un peu plus polyclonale que la maladie elle-même, qu'il a toujours une efficacité contre les formes de variants, notamment le variant anglais. Le variant sud-africain, on a actuellement des études en cours, y compris pour la firme Moderna et la firme AstraZeneca. Il n'y a pas de raison de penser qu'il ne soit pas efficace. Je vous l'ai dit, avec le vaccin Pfizer, on a montré une certaine efficacité. Néanmoins, il n'en reste pas mal qu'à taux de mortalité constant par ces nouveaux variants, s'ils sont plus contagieux, afin d'éviter une troisième vague, il est important de vacciner les personnes à risque en priorité et de façon le plus rapide possible. Alors, je vous l'ai dit, bien évidemment, vous aurez aussi des personnes qui vont être infectées après avoir reçu la première dose. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que la première dose ne protège en rien en dehors des 12-14 premiers jours, d'où l'importance d'une protection de PCR nécessaire chez des personnes qui présentent les symptômes, d'un confinement le cas échéant, et on va avoir encore des personnes après une première dose qui vont pouvoir avoir des symptômes. Et les données d'efficacité viennent une semaine après la deuxième dose pour Pfizer, 2 semaines après la deuxième dose pour Moderna. Donc, c'est généralement à 4 à 6 semaines après la première dose. Et là aussi, je vous rappelle qu'on n'a pas une efficacité de 100%, mais de plus de 90%. Donc, il se peut qu'on ait encore des personnes qui développent bien évidemment des symptômes associés à la maladie, un peu comme les vaccins pour la grippe, qui sont encore nettement moins efficaces. Néanmoins, on a un retour très positif en termes surtout de sécurité de ces vaccins. On sait qu'une des premières causes auprès des médecins et des infirmières et du monde médical pour éventuellement soit de ne pas se faire vacciner, soit de ne pas recommander la vaccination, c'est les risques d'effets indésirables. Aujourd'hui, on a plus de 56 millions de personnes qui ont été vaccinées dans le monde. En Belgique, vous avez les chiffres qui ont été publiés, je pense, ce matin ou hier. On est à peu près maintenant 141 000 personnes. Je vous ai parler des données des effets indésirables au niveau national, on les a aussi au niveau mondial. Et donc, on a un profil de sécurité qui est, somme toute, relativement en ligne avec ce qu'on a en études cliniques. Et ça, c'est important. Je vous ai dit, à l'exception des cas d'anaphylaxie qu'on n'a pas vu en études cliniques. Et pour les effets indésirables plus rares ou à plus long terme, ils sont étudiés en faisant ce qu'on appelle des analyses de cas observés par rapport aux cas attendus, un peu comme on le fait pour la mortalité. Et donc là aussi, des analyses sont en cours tous les jours avec l'utilisation des vaccins, notamment dans nos pays et dans d'autres pays. Donc voilà ce que je voulais vous
vous expliquer de façon relativement générale sur base de cas nouveaux ou en tout cas d'informations nouvelles qu'on retrouve dans les médias, en plus des données qu'on a avec les vaccins qui sont bien connus maintenant, Moderna et Pfizer. Merci, Jean-Michel. Donc, ce qu'on avait prévu, c'est qu'on puisse répondre à vos questions qui sont dans le chat sur le côté. Étant Jean-Michel que moi, nous allons discuter ces questions et répondre progressivement. Et donc la question qui n'est pas répondue pour le moment, c'est concerne les radiologues. Donc, pourquoi est-ce qu'on oublie les technologues de radio dans la vaccination Covid? En fait, ils ne sont pas oubliés, donc ils ne sont pas repris en tant que groupe lui-même, mais ils sont dans les prioritaires, bien évidemment, dans les hôpitaux, au même titre que les anesthésistes qui ne sont pas repris de façon indépendante. Par contre, les délégués médicaux, ça, c'est pas prévu. Pour une des autres questions, donc les délégués médicaux ne sont pas repris dans le personnel vacciné en priorité dans les hôpitaux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour le moment, il n'y en a pas en tout cas. Donc, un petit commentaire sur Pfizer. Donc, en effet, les doses qui sont distribuées ont été réduites. Le chiffre qui circule, c'est 40%. Dans la pratique, c'est pas totalement vrai. Je veux dire, nous avions tous espéré que Pfizer, dans sa grande générosité, continuerait à nous facturer 5 vaccins pour un flacon de 5 alors qu'on en faisait 6. Mais Pfizer n'est pas très généreux, donc est passé à une facturation de 6 pour 6. Et donc, et a décidé, plutôt que de nous laisser plus de vaccins, de réduire les quantités disponibles. Et donc là, on devait avoir 6 traits de vaccins, on n'en a plus que 5 pour la même quantité de personnes vaccinables. Et ça correspond en fait au contrat qui a été signé, je pense, par l'Europe avec Pfizer, qui parle de doses et non pas d'ampoules. Mais cette réduction donc, qui correspond à 20% de mon chat, tu vas jouer ailleurs. Voilà. Cette réduction qui correspond à 20% a été augmentée d'une deuxième réduction de 13% qui fait qu'on est en difficulté pour le moment. On nous promet que tout ça sera corrigé pour la fin du trimestre. Que donc les injections seront, les doses distribuées seront plus importantes les prochaines semaines. Jean-Michel, je te passe la parole. Le temps de sortir mon chat qui veut sortir, visiblement. Bonjour, pas de problème. Donc, existe-t-il déjà des données de sécurité à monter liées à l'utilisation de cette technologie d'injection d'ARN messager? Donc, la réponse est non. Pourquoi non? Parce que le vaccin Pfizer, était le premier vaccin avec cette technologie à avoir été mis sur le marché. Et dans le cadre des médicaments, seuls les données à long terme sont connues ou en tout cas sont reconnues pour les vaccins, pour les produits et les médicaments qui sont dans la vraie vie, donc ça veut dire qu'ils ont une autorisation de mise sur le marché, parce que les études cliniques généralement s'arrêtent après un certain temps. Alors ici, ce qui est proposé, c'est que les études cliniques avec les vaccins ARN messagers continuent. Et donc aujourd'hui, l'étude avec le vaccin Pfizer va perdurer pendant au moins 2 ans à partir du moment où ils ont commencé. Donc on a des données à long terme, on aura des données en tout cas à 2 ans. Avec les vaccins ici en cours de développement et donc le vaccin AstraZeneca et les 2 vaccins Pfizer et Moderna, on a des données épidémiologiques qui sont en cours de route. Donc ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, on analyse toutes les semaines des risques de maladies qui pourraient apparaître à plus long terme. Maintenant, comme les vaccins sont sur le marché depuis en gros 1 mois et demi au niveau mondial et en Belgique de façon plus spécifique depuis fin décembre, forcément, c'est des données qui sont plus difficiles à obtenir. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans l'histoire des vaccins, outre le fait que c'est parmi les médicaments les plus sûrs, la plupart des événements indésirables apparaissent dans les 6 semaines qui suivent la vaccination. Et là, dans les 6 semaines qui suivent la vaccination, on a les données
de Pfizer et Moderna dans leurs études cliniques, puisqu'ils demandaient d'avoir au moins, chez 50% des participants, 2 mois de suivi après la première dose. Donc ça, c'est ce qu'on a, et c'est ce qu'on a aujourd'hui pour la plupart des vaccins, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a aujourd'hui pour la plupart des médicaments. La plupart des médicaments ne sont pas étudiés, même lorsque c'est de nouveaux principes actifs ou des nouvelles cibles, ne sont pas étudiés à plus de 6 mois, et donc on est dans la configuration même de l'ensemble des médicaments. Alors la question de la présence de l'ARN messager avec éventuellement des virus disposant d'une reverse transcriptase et intégrase, ça a souvent été en tout cas posé. Le risque est excessivement faible pour 2 raisons. Premièrement, parce que même ce matériel ne permet pas une rétrotranscription correcte de l'ARN messager qui serait introduit au niveau cellulaire. Deuxièmement, l'ARN messager qui est injecté au niveau musculaire, au niveau notamment du muscle de l'épaule, a un temps de vie très court, il reste dans la cellule de façon très courte. Et quand bien même une petite partie qui, d'un point de vue très théorique, serait transformée en ADN, ce n'est pas grave, puisque que devient cet ADN? Il ne va pas dans le noyau, et au mieux, il serait retranscrit en ARN messager qui régénérerait la protéine dont on parle, la protéine S. Et enfin, ça se fait uniquement au niveau local, ça veut dire au niveau du muscle, ça veut dire que l'ARN messager ne passe pas partout dans toutes les cellules au niveau du corps humain, comme pourrait le faire un médicament qui sera administré par voie orale ou en injectable. Donc, quand bien même, dans le pire des cas, même si le risque est très faible, on aurait une reverse transcriptase, et je vous ai dit déjà rien que ça ne se passerait pas, l'ARN serait transformé en ADN, il ne rentrerait pas dans le noyau, et il ne perturberait pas le matériel génétique, et au pire, l'ADN redeviendrait de l'ARN messager pour ensuite générer la protéine. Donc, ça reste des risques très théoriques qui n'ont jamais été démontrés ni chez l'animal, ni chez l'humain par ailleurs. Et quand bien même ça se passerait, le risque que ça a un impact quelconque sur l'aspect génétique est certainement nul. Une autre question sur le personnel de chirurgie. Donc, en fait, toutes les personnes en contact avec le Covid sont prioritaires. Le souci pour le moment est la disponibilité des doses de vaccins. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance à votre directeur médical dans l'organisation de la vaccination. Et lui, probablement, a dû établir une liste de personnel prioritaire. Mais à terme, tout le monde sera vacciné dans l'hôpital, je veux dire. C'est vraiment un problème de dose. Donc, cette semaine-ci, les hôpitaux hub ont reçu une ordonnance avec le nombre de doses qu'ils pouvaient utiliser dans leur propre hôpital sans mettre en difficulté la suite de la vaccination. Pour la semaine prochaine, les ordonnances sont parties aujourd'hui et donc ces doses ont été réduites de moitié suite à l'action de Pfizer. Et le calcul est refait de semaine en semaine de manière à utiliser au mieux toute la quantité de vaccins qui est disponible. Donc on travaille vraiment à flux tendu pour, sécuriser les vaccinations qui suivent, et 2, permettre l'utilisation de la plus grande quantité possible de vaccins. On me pose la question de savoir quand est-ce que les hôpitaux non Hub et non Moderna seront vaccinés. C'est la même réponse. Donc, a priori, on va essayer de les vacciner le plus tôt possible, probablement à partir du 1er ou du 8 février, en fonction de ce qui est disponible comme vaccin. Gilbert Béjani qui me demande si Bruxelles suit les mêmes phases et le même rythme. Presque. Donc chaque communauté ou chaque région plutôt essaye d'avancer le plus vite possible, et parfois il y a un petit décalage d'une semaine ou deux entre les régions, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de grande différence d'une région à l'autre. La Wallonie a légèrement anticipé, je pense, la vaccination des hôpitaux, mais à terme, je pense que tout le monde finira en même temps. Il n'y a pas de course, hein. Il n'y a personne qui veut être le premier et personne qui veut être le dernier. On essaye de vacciner le maximum de population. Jean-Michel, il y a une question sur si je ne reçois pas le vaccin Pfizer, est-ce que je pourrais quand même me faire vacciner avec de l'AstraZeneca ou du Johnson & Johnson? Donc, en fait, je suppose que la question est si je ne le reçois pas les 2 doses, ou bien je suppose que c'est celle-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, les plans de vaccination sont faits sur base des personnes et pas sur des vaccins, puisque on ne sait pas, pour les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson,
S'ils auront une autorisation de mise sur le marché pour le vaccin AstraZeneca, on aura certainement la réponse la semaine prochaine. Les doses, on a 7,5 millions de doses commandées de vaccins AstraZeneca, mais l'approvisionnement hebdomadaire n'est pas encore clairement identifié. Idem pour Johnson & Johnson, donc ça nécessite une autorisation de mise sur le marché et les connaissances de l'approvisionnement hebdomadaire. Donc je dirais que bien évidemment, à partir du moment où on refuse, ou bien si pour différentes raisons on ne sait pas se faire vacciner par le vaccin Pfizer, on peut rentrer quelque part dans la suite avec les vaccins qui seraient disponibles. Maintenant, si vous avez la possibilité de vous faire vacciner actuellement, il y a certainement un intérêt à rentrer dans cette campagne-ci plutôt que d'attendre ce qui n'est pas sûr. Ça veut dire soit une autorisation de mise sur le marché, soit des vaccins disponibles en quantité. Et par ailleurs, ce ne sera peut-être pas dans les mêmes conditions puisque on va rentrer aussi dans des vaccinations qui se feront aussi en dehors de l'hôpital, notamment pour la population plus générale. Et donc, mais il n'y aura pas, on dit autrement, on a plus de vaccins qu'on a de personnes à vacciner, mais pas forcément tous en même temps. Et donc, si vous passez votre tour, on ne vous dira pas, vous ne serez plus jamais vacciné, bien évidemment. Donc, si c'est sur base maintenant de si vous ratez la deuxième dose d'un vaccin, est-ce que vous pourrez passer un autre vaccin? Là, ce n'est pas recommandé tant que maintenant. Si vous faites une première dose d'un vaccin, sauf si vous avez une réaction allergique grave, je précise, on ne vous fait pas la deuxième dose, mais on recommande que la deuxième dose soit faite avec le même vaccin que le vaccin initial. Okay. Des questions sur la vaccination de la première ligne. Donc, qui s'occupera de l'agenda de la première ligne? A priori, c'est la cellule d'Yvon et la VIC. Donc, on va mettre des priorités sur base, comme pour les hôpitaux, du risque des personnes qui doivent être vaccinées. Donc, on commencera évidemment par les personnes les plus à risque et dans ce groupe-là, par les plus âgés. Le travail est en cours à ce niveau-là en termes de sélection. Dans le même ordre d'idée, est-ce que les cercles de médecine générale ont été contactés au sujet de la vaccination de la première ligne? La réponse est oui. On a contacté, en tout cas pour le Hainaut, l'ensemble des cercles du Hainaut, de Liège, de Namur. On n'a pas fait pour le Béoué et le Luxembourg, où la chose est plus simple. Si oui, est-ce que ce sont eux qui ont défini que cela s'organisera à l'hôpital? Oui et non. En fait, on a contacté et les hôpitaux et les cercles et on leur a demandé de s'organiser entre eux. En fait, donc que l'hôpital soit fasse tout ou ne fasse qu'une partie ou délègue tout au cercle. Et donc ça, c'est vraiment, on conseille une organisation locale. Comment pourrons-nous être informés de notre mission et du nombre de personnes concernées? Donc là, le calcul est en train de se faire. Donc on sélectionne, je vous l'ai dit, des groupes de première ligne. Et dans ces groupes, on va les diviser par code postal et envoyer les données aux cercles et aux hôpitaux dès qu'on a l'information. Le travail est en cours pour le moment. Et les personnes concernées seront-elles averties par qui? Ça, c'est une bonne question et la réponse est assez complexe pour le moment. A priori, on peut en tout cas pour ceux de l'arrêté 78, on peut les identifier dans différentes bases de données et les avertir à partir de ces bases de données par la VIC, mais pour d'autres, on doit travailler avec les coupoles, donc il n'est pas impossible que, par exemple, pour la médecine générale, on sait que les bases de données ne sont pas parfaitement top et qu'on demande au cercle de contacter les généralistes entre eux. Le problème est d'identifier là-dedans les gens qui ont déjà été vaccinés, donc on sait qu'il y a un certain nombre de généralistes qui ont profité à juste titre des surplus des maisons de repos pour se faire vacciner. Et donc, on va essayer de ne pas leur envoyer à eux une convocation. Et donc, à ce niveau-là, il y a un logiciel qui est mis en œuvre, qui sera probablement fonctionnel au 15 février, qui est une version adaptée du Dockler que les généralistes utilisent déjà actuellement. Voilà. Une question sur Vaccinet. Pour Vaccinet, le fichier exemple ne mentionne de préciser le numéro de lot et les réactions éventuelles. Doit-on le mentionner? Oui, enfin, il y a une fiche qui est remise à la personne aussi, donc le numéro de lot, il faut seulement le mentionner parce que si vous ne le faites pas, l'enregistrement est incomplet et donc le suivi ne se fait pas au niveau du dossier patient. Par contre, les effets secondaires, il y a, je pense, un lien sur la fiche pour les signaler à la firme et je pense, oui. Alors,
On parle beaucoup de l'instabilité du vaccin Moderna et des précautions lors des déplacements. Comment prélever de manière sécuritaire au moment de la vaccination? Donc, Jean-Michel, tu veux répondre ou... Oui, donc en fait, il ne faut pas confondre le déplacement et l'agitation. Donc, ça veut dire que si on reprend l'information sur le produit Moderna, il ne doit pas être agité dans le sens où il ne doit pas être secoué. C'est le terme exact qui est en anglais, no shaking. Donc, vous ne devez pas en faire un milkshake, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'il faut juste une protection, une utilisation classique lorsqu'on prend un vaccin. Et ce n'est pas comme un vaccin en suspension, on va le secouer pour essayer de remettre en suspension. C'est surtout ça, c'est d'éviter, une fois que vous le recevez, il est congelé, il est décongelé, mais ça se fait dans des conditions de stabilité. Et quand vous le prenez pour notamment prélever des doses pour vacciner, ça se fait sans shaking, donc sans agitation. Donc c'est principalement ça la précaution. Le déplacement, à partir du moment où il est amené dans les hôpitaux par le transporteur, c'est le transporteur qui fait tout le travail, tant du maintien de la température que de la précaution. Quand vous le recevez, là également, ça se fait dans des maintiens de stabilité qui sont ceux surtout de ne pas agiter soit de la fiole, soit de la boîte. Une question sur le rôle de la médecine du travail pour la vaccination de la première ligne. En fait, pour la première ligne qui se déplacera vers les hôpitaux ou vers la structure se trouvant à côté des hôpitaux, on n'a pas intégré leur médecine du travail. Je veux dire que c'est trop complexe. Par contre, pour les grandes structures style poste et autres, la médecine du travail interviendra, mais en fonction des priorités. Pour Jean-Michel, quelle cellule absorbe l'ARNM? La protéine spike produite est-elle l'exocité? Donc en fait, virtuellement, hein, si on prenait la question virtuellement, toutes les cellules qui seraient en contact avec ce qu'on appelle le liposome lipidique qui contient l'ARN messager peut fusionner avec ce liposome. Ce qui se passe, c'est que lorsque le liposome est injecté, donc la couche protectrice est injectée directement au niveau intramusculaire, c'est surtout au niveau local que va se retrouver intégré l'ARN messager et surtout dans les cellules, notamment du système immunitaire, et on retrouve notamment les cellules dendritiques ou les cellules circulantes de type, par exemple, neutrophile. Et donc, c'est principalement là que se passe la rentrée de l'ARN messager au niveau de ces cellules, donc cellules dendritiques. Et donc, c'est là que l'ARN messager va être traduit en protéine. Et effectivement, la protéine spike doit être, entre guillemets, non pas exocitée, mais va arriver à la membrane. Et c'est au niveau de la membrane qu'elle est reconnue au même titre que le virus possède cette protéine spike. Donc, elle est non pas exocitée, mais elle va être présente notamment au niveau de la membrane. Et c'est là qu'elle va être reconnue par les cellules présentatrices antigéniques également. Donc, ça fait surtout au niveau localement, sans que la protéine S se retrouve à circuler de façon significative au niveau sanguin. Alors, plein de questions pour toi. Est-ce que la transmission a-t-elle été étudiée dans les études cliniques? Quand saurons-nous si les personnes vaccinées peuvent encore transmettre le virus? Donc, la transmission en tant que telle n'a pas été étudiée. Donc, la transmission, comme on l'entend, c'est est-ce qu'une personne va, lorsqu'elle est infectée, va infecter d'autres personnes si elle est vaccinée? Ça n'a pas été étudié. Dans l'étude AstraZeneca et l'étude Moderna, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse dans un sous-groupe de population qui est vaccinée si oui ou non, par technique PCR, elle présente encore le virus malgré qu'elle soit asymptomatique. Et donc, c'est une façon, quelque part, de savoir si les personnes vaccinées portent moins le virus dans le groupe vacciné que le groupe non vacciné. Et de là, on pourrait extrapoler que les personnes qui portent moins le virus transmettraient moins le virus. Et donc, les données du vaccin Moderna initiales ont été assez intéressantes dans ce cadre-là. Également dans le vaccin AstraZeneca, mais ça reste des données très limitées. Donc, les vraies données sur la transmission, on ne les connaît pas encore. Quand est-ce qu'on va les connaître? Certainement dans des études de population un peu plus importantes, dans les groupes de population grégaires qui sont vaccinés. Ça peut être par exemple les maisons de repos. Des études en cours sont dans ce cadre-là. Néanmoins, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la transmission du virus ne se fait pas que par des gouttelettes qu'on va retrouver au niveau nasal ou au niveau oral, parce que tout simplement, le virus est quand même stable sur toute une série de surfaces. Et donc, par exemple, moi-même, si je suis vacciné, je peux très bien sur mon masque le déposer sur des surfaces qui est mis en contact avec d'autres personnes
et avoir le virus qui va s'y retrouver, puis je vais déposer mon masque à un endroit qui sera utilisé ou pris par quelqu'un d'autre, il peut y avoir cette transmission qui se fait par contact. Et donc, bien évidemment que les études sont en cours, mais les données ne seront pas aussi clear-cut en traduisant, une personne vaccinée ne transmettra plus le virus, d'où l'importance de vacciner certainement le plus de personnes à titre déjà individuel, parce que si on vous transmet le virus et que vous êtes vacciné, vous développez nettement moins de risque vous avez nettement moins de risque de développer la maladie. C'est certainement ce qui est le plus important, plutôt que de savoir si automatiquement on continue à transmettre le virus. Mais on s'attend qu'on transmette moins le virus dans des populations vaccinées qui auraient tant de formes symptomatiques moindres qu'une charge virale qui serait également moindre. Okay. Une question sur les jeunes femmes et les 2 mois de contraception conseillés. Alors, si vous voulez bien, on a discuté de ce point au Conseil supérieur de la santé, au NITAG, pas plus tard qu'hier après-midi, et sur base des données supplémentaires qui commencent à s'accumuler et des informations qui viennent, donc on ne recommande pas de vacciner de façon systématique, ça c'est important, de façon systématique la population ou en tout cas les femmes qui seraient en âge de procréer ou qui seraient enceintes. Donc on ne recommande pas de les vacciner de façon systématique. Par contre, où on a adapté la modification, et donc qui sera certainement disponible d'ici certainement une semaine, c'est que initialement on était plus précautionneux en recommandant de ne pas avoir de risque quelque part de tomber enceinte en dehors des 2 mois. D'habitude, c'est 1 mois qui est proposé pour les vaccins qui sont à risque, mais ce n'est pas le cas ici, en tout cas sur base des données animales. Et donc, cette recommandation va être revue, a été revue et va être publiée d'ici la semaine prochaine. Donc, je comprends effectivement que ça inquiète une grande partie du personnel féminin. C'est une précaution extrême qu'on a prise à ce stade-ci. Maintenant, que ce soit notamment dans des pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Angleterre, le vaccin est fort utilisé, y compris chez les femmes enceintes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a revu cette position qui sera clarifiée ici, vous allez le voir dans les jours à venir. Donc, dit autrement, si une femme tombe enceinte aujourd'hui avec le vaccin, ça n'a pas un impact majeur. On peut continuer la grossesse sans aucun problème. Mais on ne prend pas, dit autrement, les femmes enceintes comme groupe systématique chez qui on doit vacciner. Alors, une question sur les sanctions qu'on pourrait infliger aux personnes qui ne se font pas vacciner. Je pense que la pire sanction pour elles, c'est qu'elles attrapent le Covid, non? Oui, ce qu'il y a, c'est que légalement, mais donc là, je sors de mon rôle, là, je vous dis ce que j'ai lu, donc je suis quelque part très naïf dans le domaine, mais en termes de législation, un employeur ne peut pas imposer en théorie à un employé d'être vacciné. Donc ça, c'est en termes de législation, je vous dis, peut-être qu'ils diront autre chose. Par contre, toujours en termes de législation, dans tout événement privé, même si on peut rediscuter de l'intérêt, quelqu'un pourrait vous demander, dans des événements privés, un certificat de vaccination ou pour des raisons privées. Mais de façon générale, on ne peut pas imposer la vaccination à des employés dans un centre quelconque. Donc, en termes de sanctions, effectivement, une des sanctions, à partir du moment où la vaccination est volontaire, c'est d'avoir plus de risques de développer la maladie si on en croit les études cliniques, ce que je crois personnellement. Alors, est-ce que les 2e doses sont déjà en stock ou est-ce qu'on attendra les nouvelles livraisons pour les rappels? En fait, la réponse est qu'on travaille à flux tendu et qu'on assure dans toutes les simulations qu'on fait d'avoir les doses suffisantes pour la semaine qui vient. Et donc, il est prévu que si jamais il y a une catastrophe, en fait, on suspend les nouvelles vaccinations, mais à aucun moment on ne prévoit de ne pas donner les 2e doses. Par ailleurs, il faut savoir que le fédéral est en train de se constituer un petit stock stratégique pour pallier à une éventuelle défaillance de Pfizer. Quand est-ce que nous aurons les indications sur les doses Pfizer qui seraient à disposition pour la semaine du 1er février, 50%, 25%, et quand est-ce qu'on peut espérer les informations? C'est un calcul qui est fait en temps réel, et donc dès qu'il est disponible, les infos seront transmises aux hôpitaux. À ce jour, en tout cas, on n'a pas encore fait la simulation.
Est-ce que le personnel hospitalier risque-t-il de recevoir la première dose de vaccin et de devoir attendre au-delà des 21 jours pour recevoir la deuxième dose? C'est une bonne question. A priori, non. Mais pour être tout à fait transparent, la Flandre a demandé de pouvoir espacer la deuxième dose non plus de 21 jours, mais de 35 jours. Je ne sais pas si ça a été validé ou pas, et si ça sera fait ou pas. Toujours est-il, mais ça peut-être que Jean-Michel peut le préciser, que les 21 jours ne sont pas une obligation. Jean-Michel. Donc en fait, ce qui est recommandé de par les études cliniques, et c'est ce qui est recommandé par l'Agence européenne du médicament, c'est de vacciner la deuxième dose à au moins 21 jours. Donc at least 21 days, donc pour la traduction en anglais. Donc ça veut dire qu'on recommande au moins 21 jours parce que dans les études cliniques, effectivement, la fenêtre est un peu plus large et donc on est allé jusqu'à 42 jours en fait chez certains pour la seconde dose. Alors bien évidemment, la majorité des gens avaient aux alentours de 21 jours, mais on a également des données jusqu'à 42 jours. C'est ce qui a amené l'OMS à mentionner qu'en cas de pénurie majeure ou de problème majeur, on pourrait recommander d'aller jusqu'à 42 jours, puisque les études cliniques ont amené des personnes à être vaccinées pour la deuxième dose jusqu'à 42 jours. Donc, ce n'est pas une recommandation s'il n'y a pas ce type de pénurie, puisque les données principales qu'on a tournent quand même aux alentours de 21 jours, mais on peut aller au-delà de 21 jours, tel que c'est recommandé sur l'utilisation du produit. Alors, une nouvelle question de M. Béjani. Est-ce que les deuxièmes doses d'AMRS ont été avancées pour les hôpitaux ou sont-elles en stock dans les frigos? Je dirais ni l'un ni l'autre. Donc, on travaille à flux tendu, comme je vous l'ai dit, et le gouvernement nous a demandé de vacciner un maximum de personnes le plus rapidement possible. Et donc, même si initialement on avait prévu de garder toutes les deuxièmes doses en réserve, là, pour le moment, on n'a qu'un stock stratégique dans chacun. Enfin, un stock stratégique prévisionnel qui permet, je l'ai dit, d'assurer la vaccination de la semaine suivante. Pourquoi ne pas vacciner les moins de 18 ans? Jean-Michel? Et donc, en fait, ce n'est pas qu'on ne vaccine pas. Donc, il y a eu une discussion. Normalement, avec le vaccin Pfizer, on peut vacciner à partir de 16 ans. D'accord? Donc, 16 et 17 ans. Et donc, ici, il y a une discussion, en fait, parce que c'était principalement pour des bases légales, de dire est-ce qu'on ne vaccine que les adultes, donc ça veut dire légalement ceux qui ont plus de 18 ans. C'était initialement ce qui a été recommandé. Et d'après les emails que j'ai reçus, maintenant, il va y avoir certainement une harmonisation pour vacciner les stagiaires, par exemple, qui auraient 16 ou 17 ans, pour qu'ils soient vaccinés également, mais uniquement avec le vaccin Pfizer. Donc, ce n'est pas une obligation, quelque part. Ici, c'était une proposition qui a été faite, mais qui amènerait certainement à vacciner les stagiaires qui ont également 16-17 ans uniquement avec le vaccin Pfizer. En dessous de 16 ans, il y a des études pédiatriques qui sont en cours, ou en tout cas qui sont déposées, pour étudier les vaccins également chez les moins de 16 ans. Pourquoi? Parce que vous vous rendez bien compte que même si le risque chez eux est nettement moindre, ils peuvent également être contaminants. Et on sait que si on veut une immunité de masse, pour autant qu'elle soit réellement atteinte, d'au moins 70%, voire plus, avec des vaccins moins efficaces ou des variants qui seraient plus contagieux, il faudrait au moins vacciner 70%, voire plus, 80-85%. Et là, on pourrait concevoir que des moins de 18 ans ou des moins de 16 ans soient vaccinés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans les autorisations des vaccins actuels. Il se peut que ça vienne, et là, la décision sera nationale également, de savoir si on veut vacciner les moins de 16 ans en tout cas. Encore une question pour toi. Existe-t-il un risque théorique que la vaccination par la technique d'ARN messager ou via des vecteurs viraux réduise la possibilité de recours à cette technologie dans le futur pour d'autres pathologies? En d'autres termes, ne risquons-nous pas de griller une cartouche de cette nouvelle technologie au détriment des besoins futurs? Moi, je vois ça comme l'inverse, c'est-à-dire que la technologie ARN est connue depuis 20 ans. Elle n'a jamais été appliquée autre part que dans des études cliniques un peu modestes, parce qu'elle était très difficile à stabiliser. L'ARN est très instable, il entraînait des inflammations locales. Et donc, la Covid-19 a amené ceux qui développaient cette stratégie, grâce à des financements importants de grosses firmes pharmaceutiques et de partenariats publics-privés, à booster le développement de cette technologie, avec notamment l'utilisation justement de ces liposomes particuliers.
et a montré dans les études cliniques qu'en tant que vaccin, ça pouvait être efficace dans les études cliniques, qui sont les études cliniques qu'on fait d'habitude avec les autres vaccins, avec une sécurité d'utilisation intéressante. Donc moi, je crois que ça va booster au contraire la recherche dans des vaccins, notamment dans l'oncologie, à savoir utiliser la même technique pour toute une série de pathologies oncologiques, et également d'autres vaccins qui n'auraient pas pu être faits par le passé de façon à aussi grande échelle, parce que le financement n'était pas forcément là, et parce que la convergence, la collaboration d'industrie n'était pas forcément là, d'où le développement à plus petite échelle. Donc je crois qu'au contraire, c'est pas griller une cartouche qu'on fait, c'est augmenter le nombre de balles qu'on va mettre dans le chargeur pour d'autres pathologies. Quelle belle comparaison. Pour les nouveaux travailleurs, comment pourront-ils être vaccinés? Jean-Michel. Pour les nouveaux travailleurs dans un hôpital, comment les vacciner? J'imagine que... Ceux qui auraient... Je ne comprends pas trop la question. C'est ceux qui auraient passé Non, demain, tu engages 3 nouveaux médecins non vaccinés. Comment vont-ils l'être? J'imagine qu'à ce moment-là, on disposera d'autres vaccins. Oui, mais ça, de toute façon, ça de nouveau. Ici, on organise la vaccination parce qu'on est en nombre de vaccins limité. Dès que le nombre de vaccins va augmenter et on ne va pas dire à un moment ou l'autre, un nouveau médecin engagé pour aller travailler en unité Covid, il n'a pas de chance, tu ne peux pas te faire vacciner. Donc ceux-là devront être identifiés et resteront quand même prioritaires, bien évidemment. Ça c'est une évidence. Notamment à partir du mois de juin, où on va avoir des étudiants aussi qui vont sortir, des futurs médecins et autres, qui n'auraient peut-être pas pu encore être vaccinés. Le lieu de travail permettra d'identifier des vaccins. Ouais. Une question encore d'Antoine Grosjean sur les réseaux sociaux. Des informations sur 2,7% de la capacité de travail suite au vaccin circulent, mais je ne suis pas parvenu à trouver des informations fiables à ce sujet. Donc en fait, rappelez-vous ce que je vous ai parlé des effets indésirables. La plupart des effets indésirables sont connus et sont, en tout cas dans les études cliniques, mais également dans la vraie vie, sont des effets indésirables d'intensité modérée à légère. Je vous ai cité le plus fréquent, c'est la douleur de l'injection, et en systémique, c'est notamment, je vous ai dit, la fatigue, les maux de tête et des myalgies, un peu comme un vaccin pour la grippe. Et je vous ai dit, la plupart sont des modérés à légers. Par contre, on a eu quelques cas sévères. Alors, le cas sévère, ce n'est pas des individus qui développaient des maladies graves. Ça veut juste dire que l'intensité de l'événement était plus importante. Et donc, quand vous avez des personnes qui sont beaucoup plus fatiguées, ou, donc c'est l'effet indésirable, c'est la fatigue, ou qui ont des maux de tête de façon un peu plus importante, qui représentent effectivement aux alentours de 1-2% des cas, ben, ces personnes demandaient le lendemain de ne pas aller travailler ou le surlendemain de ne pas aller travailler, comme on a avec tout vaccin en particulier, on peut avoir des effets indésirables dans un nombre de cas très faible. Et donc, venir établir ça en disant que 2,7%, c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, étaient dans des incapacités de travail à long terme, par exemple, ben, c'est bien évidemment pas le cas. Et par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que si vous prenez des personnes qui sont positives au Covid, c'est bien plus que 2,7% qui seront en incapacité de travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que lors de la deuxième vague, dans les hôpitaux, suivant les hôpitaux, vous avez en 10 et 20% des personnes d'absentéisme chez les personnes pour différentes raisons d'ailleurs. Et donc, vous constatez ici que les personnes vaccinées, on est loin d'avoir un pourcentage aussi important, bien évidemment, d'incapacité de travail. Alors, vous allez me dire, ça s'est détecté dans les maisons de repos et de soins initialement, mais ils ne travaillaient pas, mais en tout cas, ça n'a pas engendré aujourd'hui des problèmes majeurs, y compris dans les membres du personnel. Et dans les hôpitaux qu'on commence à vacciner, il n'y a pas eu, chez ceux qui ont été vaccinés, ce genre d'identification. Et donc là aussi, les réseaux sociaux peuvent utiliser un argument en enlevant de son contexte, comme je vous ai expliqué avec les décès, forcément que des décès vont apparaître après la vaccination, surtout dans des endroits où on vaccine beaucoup de gens, là où le taux de mortalité, indépendamment de la vaccination, est très élevé. Des questions sur des petites divergences dans le SOP en termes de prélèvement. Est-ce qu'il faut laisser la puiseuse dans le flacon et changer uniquement la seringue ou changer de puiseuse à chaque fois? Je ne sais pas si tu as une réponse, moi je n'en ai pas, mais... Il faudrait que je vérifie. Je pense qu'on change la puiseuse. Je pense que c'est ce qu'on fait d'habitude en pratique. Maintenant, je ne sais. Je pourrais être tout à fait honnête. Au niveau technique, je n'ai pas revérifié dans les SOP. Si on doit laisser l'aiguille épuisée pour les 10 doses en même temps, je suppose que c'est le vaccin Moderna dont on parle ici. Il faudrait que je vérifie dans les SOP, mais c'est une bonne question qu'on vérifiera.
Alors, un patient contaminé par un soignant non vacciné pourrait-il porter plainte? Si oui, qui est responsable? Un patient contaminé par un soignant non vacciné. Donc, la vaccination, deux choses. Je rappelle que, la vaccination n'est pas obligatoire. Deux, la vaccination, aujourd'hui, on n'a pas de données qui permettent de déterminer si vous transmettez encore ou pas la maladie. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'à titre personnel, venir dire on ne peut pas monter dans un avion si on n'est pas vacciné, ben, c'est stupide, puisque tant qu'on n'a pas cette information de dire si on transmet encore le virus, ça n'a pas de sens. Ce qui compte pour être vacciné, moi je préfère rentrer dans un avion où moi-même je suis vacciné, et à la limite où tout le monde peut me transmettre le virus, que de monter dans un avion où tout le monde est vacciné et que moi-même je ne le suis pas. Donc d'un point de vue pratique, et dit autrement, le fait qu'un patient soit contaminé par un soignant non vacciné, il pourrait l'être aussi par un soignant vacciné, c'est impossible à démontrer. Et donc, non, je pense que, enfin, porter plainte, on peut toujours porter plainte, ça c'est une évidence. Maintenant, je pense qu'il n'y aura aucune responsabilité tant auprès du soignant que de l'hôpital. Une question sur des réactions de type. En tout cas, le soignant va me demander de le défendre, je le défendrai volontiers comme expert auprès d'un juge. Suite à vos explications sur l'ARN messager et la protéine Spike, est-ce qu'il y a un risque de réaction croisée de type maladie auto-immune? Donc en fait, c'est une excellente question, c'est ce qu'on étudie toujours avec les vaccins, c'est est-ce que deux choses. Un, est-ce qu'on peut voir apparaître de nouvelles maladies auto-immunes? Et donc aujourd'hui, ça n'a pas été démontré dans les études cliniques et c'est suivi de très près dans des études épidémiologiques, on pense notamment historiquement au syndrome de Guillain-Barré avec le vaccin AstraZeneca, à la maladie, à la transverse myelitis. Et donc ça, c'est toujours étudié. Le risque est très faible, c'est-à-dire que de démontrer ce risque, c'est très difficile, mais le risque est très faible. Et donc, le risque peut être présent, mais il est virtuel, mais donc ça veut dire qu'il est étudié. Mais donc, on ne l'exclut pas. Et deuxièmement, ce qui apparaît aussi souvent comme question, c'est est-ce que chez les personnes qui ont une maladie auto-immune, ça c'est encore différent, déjà, et qui sont vaccinées, pourraient avoir ce qu'on appelle un flair, ça veut dire une augmentation de la symptomatologie de sa maladie auto-immune. Et là aussi, on n'exclut pas les personnes qui ont des maladies auto-immunes de la vaccination. Il peut avoir une efficacité moindre de la vaccination, mais celles-là, elles sont également suivies d'ailleurs avec le vaccin Pfizer dans des études cliniques en cours. Et aujourd'hui, on recommande également de vacciner les personnes qui ont des maladies auto-immunes, pour autant qu'elles soient stabilisées et qu'elles ne soient pas actuellement dans des crises liées à sa maladie auto-immune. Ça peut être une polyarthrite rhumatoïde, par exemple, ou une autre maladie auto-immune. Donc, ni contre-indication chez les personnes qui ont des maladies auto-immunes, et le risque de développer une maladie auto-immune, qui est beaucoup plus rare, est étudié actuellement. Je vais dire de façon routinière sur les cas qui sont rapportés et les suivis dans des études. On reste dans le domaine. Donc, une des questions, le Guillain-Barré est-il signalé comme effet secondaire? Et si oui, est-ce qu'il est plus ou moins fréquent qu'avec les autres vaccins? Donc, c'est facile à répondre pour la deuxième question, puisque pour la deuxième question, est-ce qu'il est plus ou moins fréquent qu'avec les autres vaccins? Il n'y a aucun vaccin qui est associé en lien causal aujourd'hui avec le syndrome de Guillain-Barré. Ça a été le cas en 1976 avec le vaccin grippe, mais ce n'est plus le cas maintenant. D'ailleurs, c'est même l'inverse, c'est que la grippe elle-même augmente le risque de syndrome de Guillain-Barré, donc il vaut mieux se faire vacciner pour avoir moins de risque de syndrome de Guillain-Barré. Idem pour les autres vaccins, le Cervarix, le Gardasil, donc ceux qu'on donne chez les personnes éventuellement à risque de syndrome de Guillain-Barré, il n'y a pas eu de lien d'association qui a été démontré. Et ici, on n'a pas démontré en étude clinique parce que le risque de syndrome de Guillain-Barré, en tout cas en Europe, c'est de 1 à 2 cas par 100 000 par an. Donc c'est très faible et donc on ne sait pas les voir en étude clinique. Et c'est le genre de risque qu'on étudie dans la vraie vie, entre guillemets. Mais donc actuellement, il est étudié, le risque est connu, donc en termes de risque, ce qu'on appelle des événements indésirables qui peuvent être associés à la vaccination, mais qui n'ont pas été démontrés. Et néanmoins, on étudie cet événement. Ok. Une dernière question, je pense, et puis on va clôturer parce qu'il est bientôt 5 heures. Une personne qui voudrait revenir sur les 21 jours entre les injections, est-ce qu'on sait que le vaccin est aussi efficace si on dépasse les 21 jours? Je pense que... De nouveau, c'est une efficacité globale qui a été faite dans les études cliniques. Il y a eu des analyses plus ou moins stratifiées qui ont été faites, mais qui ne montrent pas vraiment de différence majeure. Et donc, aujourd'hui, après 21 jours, je vous l'ai dit, on peut augmenter, on peut aller jusqu'à 42 jours. On essaye néanmoins de tourner
aux alentours des 21 jours, surtout avec le vaccin Moderna, parce que eux, je pense qu'ils ont été jusqu'à 38 jours au lieu de 35 jours au lieu de 28 jours. Et donc là, on est un peu plus strict avec le vaccin Moderna. Maintenant, voilà, sauf si c'était vraiment une décision en cas de besoin absolu, il est préférable de rester sur un schéma 2 doses, en déant les 3 semaines, donc 21 jours, un peu plus, mais de ne pas s'amuser à aller au-delà jusqu'à 42 jours. Parfait. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions et au bout du temps qui était consacré au webinaire. Donc, je propose d'en rester là, de remercier toutes les personnes qui ont participé et de remercier Jean-Michel Donnier pour sa grande disponibilité et quand même ses connaissances des vaccins. Merci. Bonne soirée.